On va traiter de 2 sujets aujourd'hui. Prospection corporate B2B, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va traiter sur la négociation commerciale. Bien, prospection commerciale, on ne va pas se mentir, s'il y a une chose qu'on déteste en tant que commercial, on ne va pas se mentir, hein, c'est la prospection. Ouais. Et alors, je peux vous en parler. Quand votre sales manager vous dit, Ajingolik, Wendek, nouveau client, oui, oula, démoué, super. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'en fais pratiquement jamais. Je fais très peu de prospection commerciale. On est d'accord ou pas? Maintenant, à nos managers, on leur dit qu'on fait de la prospection. Ouais. Le plus pénalisant, c'est pas vis-à-vis de votre manager, c'est vis-à-vis de vous-même. Puisque, sauf erreur de ma part, vous avez des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Oui. Et des fois, le chiffre d'affaires, il fluctue. Des fois, je suis champion du monde pendant 1 mois, 2 mois, et puis les 3 mois qui suivent, je rase les murs. Si je peux aller me mettre derrière le tableau, je vais m'y mettre. Parce que, chiffre d'affaires, il n'y a pas. Donc en fait, pour moi, dans la fonction commerciale, on a 2 catégories de commerciaux. Les Usain Bolt, champions du monde, 2 mois, 3 mois dans l'année, ou les Hicham El Guerrouj. Eux, toute l'année, objectif est atteint. Pourquoi? Parce qu'ils prospectent. Alors, prospecter avant, je peux vous le dire, galère. Prospecter aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas prospecter, c'est, excusez-moi, vous n'avez rien compris. Mais rien. Il n'y a pas plus facile aujourd'hui que d'aller prospecter. La vente, par définition, j'ai une bonne nouvelle. C'est un métier intelligent. Intelligent dans le sens où tout ce que je vais faire, je ne fais rien par hasard. Rien. Avant de rentrer en contact avec mon client, pendant que je rentre en contact avec mon client, pendant que je vais être en face à face avec lui, pendant que je vais lui envoyer mon offre commerciale, pendant que je réfléchis à me dire à quel moment je vais devoir le relancer, pour pas que ça devienne du harcèlement. Donc en fait, notre métier est un métier passionnant et intelligent. Rien n'est à laisser au hasard. Par contre, on va être cash et clair. C'est un métier compliqué. Pour moi, c'est un métier ingrat. Pourquoi? Tous les mois, vous effacez tous les résultats que vous avez faits. Tous les mois, vous repartez d'une feuille blanche. On est d'accord? C'est pas donné à tout le monde. Comme il y a des mois qui sont plus difficiles que les autres. Il y a des mois où je me prends, entre guillemets, des claques par mes clients, parce que non, votre offre est trop chère, parce que je l'ai perdu à cause d'un confrère, parce qu'il y a un détail qui fait que j'étais persuadé que j'allais l'avoir, et au dernier moment, je ne l'ai pas. Donc, psychologiquement, il faut quand même être béton. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Alors après, quand je dis béton, c'est pour ceux qui le font de manière intelligente. Pour ceux qui ne le font pas de manière intelligente, j'en ai gagné un ou j'en ai perdu un. C'est pas un problème, puisque je me sens peut-être pas vraiment concerné par le travail que je fais. Il y a une chose que j'ai compris dans le métier de l'hôtellerie, c'est que les gens, les femmes et les hommes qui travaillent dans ce secteur d'activité, pour moi, c'est un secteur qui appelle à une vocation. Tout simplement. Quand moi, en tant que client, je viens vous voir pour passer un moment agréable, pendant que vous travaillez. Quand je suis en congé ou que je suis pendant les fêtes, il y a une chose que je sais, c'est que le monde de l'hôtellerie travaille. C'est pas donné à tout le monde. Et par rapport à ça, je vous dois un énorme respect, parce que moi, très franchement, je ne suis pas le profil qui pourrait travailler dans le monde de l'hôtellerie. Maintenant, wallah, alhamdoulilah, vous êtes des commerciaux, vous avez le week-end, yek. Ça dépend, ça dépend.
Parce que dans le monde de l'hôtellerie, on a deux logiques de vente. La vente réceptive, où je vais aller faire de l'event, où je fais de la planification, ou je vais avoir de la vente proactive. Là, c'est portefeuille client, B2B, je frappe aux portes. La chance que j'ai, c'est qu'on travaille depuis plus de 20 ans avec le groupe Accor, à l'international. Quand je parle de l'international, nous concernant au niveau de TMC Afrique, c'est sur l'Afrique. J'ai déjà travaillé pour Sofitel en Algérie, Sofitel en Côte d'Ivoire, j'ai été au Ghana. Bon, voilà. C'est la même chose. Ça demande beaucoup d'investissement personnel et pour moi, c'est une vocation. Donc ça, je ne l'oublie pas. Hein. Voilà, je voulais vous le dire. Je comprends votre réalité et la réalité de tous les gens que vous représentez. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est en tant que commercial, quand je vais voir un client, si j'ai une unité hôtelière de 300 chambres avec plus de 400 personnes, je représente toutes ces personnes-là. On est d'accord. Donc, arriver chez un client avec une tenue qui ne tient pas la route et qui ne correspond pas à la marque que je représente, ça ne le fait pas non plus. Il y a des commerciaux qui ont tendance à l'oublier. Ils arrivent, ils s'habillent comme ils veulent. Non. Je le répète, on fait un métier intelligent, rien n'est laissé au hasard. Ça commence par la tenue, par la posture. Alors après, bien évidemment, ça dépend de la catégorie d'hôtel dans laquelle vous positionnez. Bien. Alors, quand on parle de prospection, la prospection va se faire sur la base de quoi? D'un marché. Vous avez forcément un portefeuille client. Yek. Ou pas. On est obligé de le ramener. Non. Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu ne vas plus rien ramener par toi-même, je vais te donner le nom de la personne qui va te le ramener pour toi. Et tu sais en combien de temps chrono? Maximum 1 minute. Oui, mais on verra. Je ne vous parlerai pas de ChatGPT. ChatGPT, c'est génial, mais on va dire que c'est... c'est, comment dire, c'est une intelligence artificielle tout confondu. J'ai démarré par ChatGPT. Aujourd'hui, je ne travaille plus avec ChatGPT. Je travaille avec d'autres intelligences artificielles qui ont une expertise pointue. Et on viendra sur la prospection. Ou sur d'autres, parce que dans la prospection, je vais vous le faire comprendre, on va avoir plusieurs types de prospection. Bien. Qui dit prospection, dit portefeuille client, territoire. Maintenant, avant de parler de portefeuille client, c'est déjà de comprendre comment je gère mon portefeuille client. Comment je gère mon territoire. Je vais vous donner des recettes magiques. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous devrez toujours revenir sur les fondamentaux. Alors, on va avoir 4 points d'ancrage, 4 tout terrain. Vous pensez gestion de territoire, prospection, vous serez obligé de passer par ces 4 points d'ancrage. Il y en a qui les connaissent ou pas? Pas tous en même temps. Hein, Bien. Quand on parle de gestion de territoire, donc gestion de territoire ou portefeuille client. Dans le portefeuille client, il y a peut-être 2-3 logiques. Est-ce que j'ai une liste nominative dans mon portefeuille client? Est-ce que j'ai un territoire géographique dans mon portefeuille client? Ou est-ce que j'ai dans mon portefeuille client des secteurs d'activité? Vous voyez d'autres choses? Non. Bien. Donc ici, on va dire l'axe central, gestion de territoire. Dans mon portefeuille client, première réflexion que je dois avoir, c'est dans mon portefeuille client, j'ai ce qu'on appelle des comptes existants. Quels sont mes comptes existants? Quels sont les comptes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler? Très important à prendre en compte. Bien. Deuxième logique de réflexion, j'ai mes comptes existants. Maintenant, dans ce portefeuille, quels sont mes comptes potentiels? Quand on parle de comptes potentiels, en fait, ça fait référence à
Les comptes existants et les comptes potentiels font référence à la nature de mes clients. Alors, on a trois appellations. J'ai mes clients actifs, donc mes comptes existants. Ils sont déjà. Deuxième, j'ai des comptes qui sont passifs et j'ai nouveaux clients, c'est-à-dire prospects. Qu'est-ce qu'on entend par client passif? Qui ont le potentiel pour notre téléphone, pour notre produit, et qui ne travaillent pas avec nous. Non. C'est des clients qui connaissent notre produit, mais qui ne sont pas très actifs au niveau de la production, c'est-à-dire qu'ils viennent de temps à autre. Non plus. Ça, pour moi, ça reste un client actif. Pourquoi je me permets de te dire ça? Parce que sa saisonnalité correspond au fait que il va venir réserver chez toi un séminaire résidentiel que 3 fois dans l'année. Il reste actif parce que tu sais que c'est 3 fois dans l'année. D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un client passif? Qui ne connaît pas notre produit. Non. Et vous le savez, hein? Bravo. C'est un client avec lequel, MBEC, vous avez travaillé avec. Il ne travaille plus avec vous, mais vous savez le pire, c'est que vous ne savez même pas pourquoi. Ouais. Parce qu'en général, quand un commercial arrive dans l'équipe hôtelière, donc j'ai un portefeuille client, super. Donc il prend la première chose, le réflexe. Moi, le premier, attention, je ne suis pas en train de faire, de pointer du doigt ou de faire des reproches, du tout. Le premier réflexe, c'est je vais aller là où il fait chaud. C'est-à-dire que je vais aller dépenser de l'énergie vers mes clients qui me connaissent. C'est quand même beaucoup plus facile que aller chercher un client qui ne me connaît pas. Mais entre les deux, il y a le client passif. Mais je n'ai pas le réflexe de demander l'historique. Je répète, on fait un métier intelligent. Rien n'est à laisser au hasard. Je n'ai pas demandé l'historique. Mieux que ça, des fois, vous avez des clients actifs que vous récupérez dans le portefeuille. Vous allez chez le client et vous n'avez même pas eu la présence d'esprit d'aller chercher son historique. Ah ouais. On a un peu de tout. Bien. Donc, 3 typologies de clients. Dans ma gestion de territoire, c'est définir où sont mes clients existants et où sont mes clients potentiels. Dans le potentiel, j'y mets les passifs et les prospects. Ça va jusque-là? Donc avant même d'aller sortir pour prospecter, j'ai besoin de réfléchir pour ensuite passer à l'action. Bravo. 3e point d'ancrage. J'ai mes comptes existants et mes comptes potentiels. Mon 3e point d'ancrage va être la suivante en termes de réflexion. Quelles vont être mes méthodes en termes d'approche? C'est-à-dire, est-ce que je vais les approcher par un mail? Est-ce que je vais les approcher par téléphone? Est-ce que je vais les approcher par une visite face à face? Est-ce que je vais les approcher en les invitant à une journée porte ouverte ou à un event? Est-ce que je vais les approcher lors d'une foire d'exposition? Donc, téléphone, mailing, face à face, event, réseaux sociaux, maft. Aujourd'hui, un compte existant, je devrais savoir, pour chaque compte, bon, lui, il préfère le téléphone. Et d'ailleurs, du téléphone, il ne veut pas le face-à-face, il préfère la visio. C'est bon, je l'ai calé. Mais ça, vous ne le savez pas encore aujourd'hui. Vous le savez de manière intuitive, instinctive. Ce n'est pas structuré. Plus vous structurez en amont, moins vous faites d'efforts dans l'action. Vous en pensez quoi? Logique ou pas? Bien. Donc, allez définir mes méthodes d'approche pour les comptes existants. Je vais devoir aussi aller définir mes méthodes d'approche
pour mes comptes potentiels. Logique. Est-ce que je vais démarrer par un email? Une fois que je me suis servi de l'email, Andek, je fais un métier intelligent, je vais attendre 3 jours, et au bout de 3 jours, j'appelle. Quel est l'objectif de mon appel en termes de prospection? Est-ce que c'est pour de la qualification ou est-ce que c'est pour de la prise de rendez-vous? C'est pour la prise de rendez-vous. Merci. Parce que la qualification, c'est ce qu'on faisait avant, mais aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires qui nous permettent, seuls, d'aller qualifier l'entreprise sans aller lui poser des questions ou sans aller prendre du temps avec la personne. Ça va? Bien. Donc j'ai la méthode. Et d'après vous, le dernier point d'ancrage qui nous manque, pour avoir... Non. Non. C'est quand? Ah, il y a de l'idée. En fait, c'est d'aller définir la fréquence. Bravo. J'imagine que vous n'allez pas élaborer sur la base d'une liste que vous avez identifiée passif prospect en utilisant le emailing et le téléphone. Vous allez le faire et vous allez le démarrer au mois d'août. Parce que vous êtes tous de la région de Tanger. Dans l'hôtellerie, il y a une chose qu'on sait, il y a une saisonnalité. Des fois, je vais voir, ah bah ouais, mais on n'a pas de clients. Ah ouais, sérieux? On est quel mois? Hein, on est le mois là. Je dis d'accord. Et l'année prochaine, ça sera la même chose, Yank. Et l'année d'avant aussi. Donc pourquoi tu me dis que on doit anticiper? Je répète, la vente est un métier intelligent, rien n'est à laisser au hasard. Donc, quand on parle avant de parler de prospection, c'est déjà de bien faire mes devoirs en interne, de bien aller structurer l'ensemble de ma stratégie avant de rentrer dans l'action. L'action étant définie en fonction de la méthode que je vais utiliser. Ça va? Jusque-là, j'ai perdu personne. Dans le monde du business, qui n'a pas de culture, pas d'identité, pas de frontières. Dans le monde du business, on a 4 façons de faire du business. Et vous expliquer pourquoi la prospection est si importante par rapport à la vie d'une entreprise. Les entreprises, dans l'absolu, elles sont condamnées à vivre et à croître. Vous connaissez une entreprise qui s'inscrit dans la durée mais qui ne fait que décroître? J'en connais pas, hein. Enfin, personnellement, j'en connais pas. Bien. 4 façons de faire du business. La plus simple, la plus cool, la plus zen, c'est faire du business sur ce que j'appelle ma zone de maintenance. Maintenance, c'est en fait mes clients actifs. Je les ai dans le portefeuille. C'est quand même, ça génère du business, logique. Et puis si vous faites bien votre travail, l'objectif c'est que vous puissiez les fidéliser en termes de relations clients. Ok, cette zone de maintenance est axée et repose sur quoi? Vos offres habituelles. Yak. Sauf que vos offres habituelles, les offres qui dataient d'avant Covid et les offres d'aujourd'hui, j'imagine qu'elles ont évolué. Ça veut dire que vous avez dû développer vos offres pour qu'elles s'adaptent au contexte actuel. Développement, ok. 3e façon de faire du business, vous avez dû également diversifier votre offre. Peut-être qu'avant, vous ne faisiez que du séminaire et résidentiel, ok. Vous n'aviez pas une partie wellness, il n'y avait qu'un espace ou 2 espaces de restauration, vous avez dû donc aller développer et diversifier. Logique. 4e façon de faire du business. Non, c'est notre sujet. Alors vous allez me dire, prospection, mais pourquoi prospection? Si on réfléchit bien,
ici. Non, attendez. Sur votre portefeuille client annuel, vous avez ce qu'on appelle un minimum de 10% de zone d'érosion. C'est-à-dire que ça, la maintenance là, par an, hein, il y en a une dizaine qui partent. Pourquoi? Changement de siège social, société a disparu, boum, j'ai pu. J'allais voir mon RH habituel. Pas de bol. Il est parti dans une autre société, j'en ai un nouveau. Il travaillait avec, comment dire, je sais pas moi, il travaillait avec le Fairmont. Ben, c'est fini. Il travaille plus avec le Fairmont, maintenant il travaille avec le Movenpick. Ben oui, non mais c'est pas grave. Moi, c'est Movenpick. Je suppose que ça vous est arrivé. Ou alors, ça vient de l'étranger, budget, on réduit, tu avais l'habitude de taper les prix habituels, non, ben, il change de catégorie, il va moindre. Ou alors, ben, il y a de moins en moins de visiteurs étrangers qui viennent nous voir, maintenant on fait tout par Teams, on réduit les coûts, j'ai plus le client. Ça, c'est tous les ans. Tous les ans, l'entreprise que vous représentez perd en moyenne 10% de leurs clients. Pas de leur faute, hein. C'est le monde du business. Donc si je prospecte pas, je suis mort. C'est clair, parce que ta zone de maintenance, tu feras tous les efforts pour la maintenir, mais elle se dégradera. Tu n'as peut-être pas la dernière technologie qui font que la clientèle d'aujourd'hui, en fonction des TO avec lesquels vous partez à l'étranger pour aller voir les tours opérateurs en disant Gingolic, tu sais, chez nous c'est top, faut venir. Ouais, mais sauf que bon, les tendances des clients ont changé. Souci, les Anglais viennent plus. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils estiment que le Maroc, le niveau correspond pas. J'en sais rien. Ou les prix ont augmenté, les TO qui venaient par charter, ils préfèrent maintenant partir en Tunisie parce que c'est toujours moins cher que de venir au Maroc. Bon, je dois m'adapter. S'il n'y a pas de prospection, vous êtes mort. Donc la prospection, c'est vraiment, c'est un peu la colonne vertébrale, quoi. Colonne vertébrale de l'établissement pour qu'il puisse durer et continuer à croître. Ça va jusque-là? Donc, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se situe, c'est toujours, ok, c'est quoi les comptes existants? C'est quoi les comptes potentiels? Quelle est ma méthode d'approche sur chaque typologie de client et à quelle fréquence? Parce que la prospection, c'est essentiel. Bien. Prospecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les cibles, identifier vos prospects idéaux, tirer pas à l'aveugle, savoir viser juste, c'est rechercher les informations, devenir un détective digital. Google IA, c'est un peu notre cher Watson, et organiser là où les journées, planifier comme un général, Sun Tzu serait fier de vous. Il y en a qui connaissent Sun Tzu? Connaissez, non? Oui, connaissez? Général chinois qui a existé 2000 ans avant l'an 0. Wendek. Et qui était un génie, et qui a en fait mis en place, après analyse, après sa capacité de synthèse, à aller résumer en fait tous les angles de l'art de la guerre, et qui a été adapté, transposé au monde du business. Je vous donne un exemple. Les commerciaux en général, ils connaissent super bien son produit. Et vous devez maîtriser votre produit. Sauf que quand il y a un client qui te demande le produit de ton concurrent et que tu sais que dalle, on va te dire qu'il va te prendre juste pour un commercial, mais certainement pas pour un expert de l'hôtellerie. Juste pour un commercial. Et Sun Tzu te dit, c'est savoir être l'ami de son ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je représente mon unité hôtelière, mais Endek, je suis incollable sur l'ensemble des hôtels de la même catégorie que moi. Je ne parle pas des autres catégories. Les autres catégories, c'est pour une autre cible. Et monsieur le client, je comprends. Donc, je suis incollable. Aujourd'hui, les clients au Maroc, ils n'attendent pas le commercial pour vendre la sauce. Vous serez d'autant plus crédible avec un prospect si vous lui faites comprendre que, en fait, vous maîtrisez parfaitement le sujet. En fait,
Vous représentez un établissement, mais vous êtes un expert. Et vous n'êtes pas là pour vendre de la nuitée, vous êtes là pour vendre de la solution. Même les éléments de langage, la terminologie a changé. Dans le secteur automobile, jusqu'à encore l'année dernière, on vendait des voitures. Aujourd'hui, vous savez de quoi on parle? Un vendeur? On parle de solutions de mobilité. On parle plus de voitures. Je ne vends pas de voitures, monsieur, moi. Moi, je vends des solutions de mobilité. Hyper important. Très important. Bien. Donc, ouais, définir les cibles, rechercher les informations et organiser la journée. Génial. Alors, justement, définir les cibles. Comment vous faites aujourd'hui? Je vous écoute. Comment vous faites aujourd'hui pour définir vos cibles? On est dans du concret. Hein. On commence d'abord par les besoins des clients. Non, je prospecte. On est dans la prospection. Le besoin, pour moi, c'est quand on est en face à face. La prospection, c'est quoi? C'est aller cibler les clients potentiels. Comment vous faites pour cibler les clients potentiels aujourd'hui? Donc déjà, selon ma propre expérience, c'est qu'on définit une zone. Nous, généralement, on s'attaque par zone. Vu qu'ici, à la zone 30, par exemple, il y a la majorité des comptes corporels, l'industrie, etc. Donc, on essaie de cibler principalement, personnellement, j'essaie de cibler principalement les gros comptes. J'essaie de me renseigner avant. Super. Comment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comment. Comment atteindre la... Non, non, comment je cible? C'est là où le bas blesse. Je suis un pur produit multinational. Ah, qu'est-ce qu'on en a fait des réunions. Ouh là là, des sublimes. Alors, un mec, hein? Un mec, pour 2026, je vous explique. Va falloir qu'on prenne 20% de part de marché supplémentaire. Allèche. Parce qu'on a ça, ça et ça en termes de diversification. One deck. Le rêve par moyen va être 2. Et on a un revenu manager aujourd'hui. Donc, super. Alors, moi, j'étais là, ah ouais, comme toi. Oh, motivé. Je me retrouve livré à moi-même face à mon bureau. Et là, d'un seul coup, il y a une question. Comment je fais? Donc, moi, ce qui m'intéresse, et si je suis là, c'est pour vous expliquer le comment. Vous donnez le décor, je vais te le donner comme toi. Ouais, le décor, je peux te le faire. Comment? Comment chacun a sa propre manière. La vérité, Comment vous faites? Comme vous avez dit, moi, principalement, je viens de commencer cette mission avec McKinsey Soldier. J'ai passé pratiquement un mois et quelques à analyser tous les anciens comptes, justement, pour maintenir ces comptes-là. Très bien. Je me suis renseigné sur les comptes passifs, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Il y avait pas mal de comptes qui sont partis. J'ai posé la question de l'historique, pourquoi, quelle est la raison. Des fois, on a des blocages où on ne peut pas aller les cibler directement pour essayer de rectifier le tir, parce que peut-être le problème était un peu plus conséquent qu'on l'imaginait. Exact. Et en sachant que, bon, il y a quelques années, on pouvait le faire parce qu'il n'y avait pas de vigile. Aujourd'hui, toutes les grosses boîtes, corpo, il y a vigile. Hein. C'est bonjour, ça va, rendez-vous, tu restes là, tu bouges pas. On va dire que peut-être les filles, vous avez peut-être un peu plus de chance que nous les mecs, mais nous les mecs, on bouge pas. Hein. On ne bouge pas. C'est clair. Et puis elle a pris la poussière. Alors, toi. Tu reviens au Parlement, il y a toujours la carte de visite. Ok. C'est la manière. Voilà, alhamdoulilah. Hein. Cool. Reste au chaud, tranquille, avec ta doudoune, t'es bien. Là. Par l'étude, je pense, de l'historique de l'hôtel, je sais pas. Wow. Alors, si je peux me permettre, aujourd'hui, vous prospectez. Ouais. Allez, je vais appeler ça de la prospection. Vous le faites en fonction de l'humeur, en fonction du temps que vous avez. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi dans votre fonction, c'est qu'il y a quand même pas mal de demandes et vous passez beaucoup de temps en administratif à répondre à de la demande. On est d'accord? Et en fait, ça crame le temps d'aller chercher de nouveaux clients. Bien. Ok. Client passif, Google, yes. Alors, ouais, alors la semaine dernière, tu étais où? Ah ouais, Willy, comment il s'appelle, Shkoun? Ah ouais, yeah, c'est quoi le numéro? Ok, super. Mais le résultat, il est génial finalement.
Ouais, La plupart du temps, le résultat qui donne le réseautage, il est plus efficace que d'autres. Super. Par contre, il y a un autre volet des systèmes. Par exemple, le cas de Movenpick, on a des systèmes, par Ouais. exemple Anaïs, etc., qui nous aident beaucoup c'est un dans la CRM. recherche. Voilà. C'est CRM. Movenpick, ouais, non. Exactement. Donc, on a des outils. Oui, mais ouais. Ok. Alors l'idée pour moi c'est de répondre au comment et d'aller vraiment de manière efficiente et efficace, comme on dit en anglais, right to the point. I'm not going to bullshit you know, left and right, we're going to do this, we're going to try this or that. J'ai entendu beaucoup aussi d'éléments verbaux, j'essaye. En tant que commercial, j'essaye pas. D'ailleurs, je vous pose une question. Quand tu as soif, tu essaies de boire ou tu bois? Voilà, alhamdoulilah. Donc moi, en tant que commercial, quand je prospecte, j'essaie pas de prospecter. Je prospecte. La prospection, je la kiffe parce que si on était dans un corps d'armée, on serait quelque part une élite. Une élite, mais dans la catégorie sniper. C'est ce que c'est un sniper. Le sniper, il n'arrive pas comme ça sur le terrain, ça va, la baisse, ouais, tiens, ouais, ah, peut-être l'autre là-bas. Non. Il a déjà étudié le terrain. Le terrain, si j'en reviens, en fait, le terrain, il est là. Il connaît la pente, il sait quel climat il va faire le jour où il va aller cibler. Donc, on va voir aussi, parce que prospecter, il y a des jours pour prospecter. C'est pas... Donc, je reviens à la métaphore sniper. Il étudie le vent. D'où vient le vent? S'assurer qu'il n'y ait pas le soleil dans les yeux, parce que c'est plutôt compliqué. Il va s'assurer aussi que la cible qu'il veut engager soit présente, ou en tout cas, il a vérifié le maximum d'informations, rechercher les informations, pour être sûr qu'au moment où il va se rendre sur le terrain, alors que ce soit par téléphone, par mail, en face à face, ben on va dire qu'à 98%, ma cible, elle est vraiment dans mon cadran. Ça va jusque-là? Bien. Partant de ce principe-là, si on va définir les cibles. Alors, dans cette approche de sniper, on a plusieurs outils. Base de données, cible. Je dois cibler mes clients potentiels. Cibler veut dire, bon, alors, j'ai un marché Tanger périphérie. Je dois cibler mes clients potentiels. On va dire que si moi, j'ai été à votre place, comment? Alors, je vais procéder par secteur d'activité. Je démarre par les secteurs d'activité. Je ne sais pas, moi, secteur d'activité multinationale de services, IT, pharmaceutique, automobile, industrie textile, par industrie. Premier. Et bon, au lieu que je les écrive, parce que ça prend la tête, je vais faire appel à Perplexity. Non, pas à ChatGPT, pas à Perplexity. Et Perplexity, en fait, je vais lui dire, écoute, j'aimerais que tu puisses me ressortir sur la ville de Tanger et la région de Tanger, l'ensemble des secteurs économiques qui se trouvent sur Tanger et périphérie. Voilà, c'était le temps de mon silence et vous avez la réponse. C'est un truc de malade, hein. C'est... Excusez-moi, hein, Hein? Non, par secteur. Ouais, secteur. Donc là, il va me donner la liste des secteurs. Voilà, alhamdoulilah, pour une fois, je l'ai. Comment je vais choisir? Alors ensuite, dans la liste des secteurs, bon, je me dis, écoute, par secteur, j'aimerais que tu puisses me ressortir par secteur le nombre d'entreprises qui ont plus de 100 collaborateurs. Oui. J'appuie sur Enter. Ça y est, j'ai l'information. Le temps de mon silence. Délirant. Délirant. Ensuite, je me dis, bon, allez, je veux faire un zoom, donnez-moi un secteur porteur.
un secteur automobile. Pourrais-tu, s'il te plaît, me lister l'ensemble des distributeurs automobiles par marque de distribution, implantés sur Tanger et périphérie, mais aussi me donner ceux qui risquent de s'implanter dans les 6 prochains mois. Écoute, attends. Ça y est, j'ai l'information. Waouh. À l'aide de ça. Permettez-moi. Oui. Est-ce que Perplex, parce qu'on a déjà essayé de faire ça avec ChatGPT, c'est pas qu'on l'a jamais fait. Moi personnellement, j'ai déjà posé ce genre de prompt de questions à ChatGPT. Mais l'information, elle est. Des fois, Des fois, elle est vague. Des fois, elle est vague. Des fois, c'est une information fausse. Des fois, donc c'est pour ça que je pose la question. mais lui, il a dit Alors c'est marrant parce qu'à Tanger, ils doivent avoir un chat GPT tangérois, tu vois le truc. Ouah, alors, Perplexity, bonjour. Liste-moi l'ensemble des secteurs d'activité sur Tanger et région de Tanger. Liste-moi l'ensemble des secteurs d'activité sur Tanger et région de Tanger. Alors, ce qu'il y a de bien avec Perplexity, c'est que toutes les informations qu'il vous donne sont toutes sourcées. C'est pas du chat GPT qui hallucine, qui te donne de l'info et tu te dis « Ah oui, je savais pas qu'il y avait un Disneyland à Tanger. » Tu vois le truc. Alors, on a l'automobile, l'électronique et équipement industriel, excusez-moi, putain, textile, habillement, aéronautique, je savais pas, aéronautique, chimie, plasturgie, métallurgie mécanique, agro-industrie, énergie renouvelable, industrie navale, ouais, industrie navale, pour tout ce qui est conception et réparation. Alors après, il y a tout ce qui est services et logistique, on a les secteurs primaires, tout ce qui est agro-rural, agriculture, élevage de production animale, on a le commerce aussi, on a aussi le tourisme et l'hôtellerie. Alors, je continue, liste-moi l'ensemble des distributeurs automobiles implantés sur Tanger et périphérie. Donne-moi également si il y aura de nouvelles implantations avec les marques chinoises. Allez. Point d'interrogation. J'appuie sur Enter. Ah oui, tout est sourcé. Hein. Alors, Auto Hall, Atka Auto, Orbis Automotive, Atlas Véhicule Industrie, Automobile Tingis, Bourraz Auto, Ra Motor Seat, Jetour Maroc, Dongfeng Maroc, Auto Nejma, SG à Tanger, d'autres anciennes locales. Alors après, il y a aussi les pièces détachées. Nouvelle implantation et marque chinoise. Alors on a BYD, protocole d'accord sur Tanger dans la cité Mohamed VI à Tanger Tech. On a AEW, bref. C'est pas vraiment Il y a tout. Exact. Non, mais là, je commence en haut. Ensuite, je vais dans le secteur automobile, sors-moi et liste-moi l'ensemble des, des noms des patrons de concession avec leurs coordonnées téléphoniques et l'adresse. Je l'ai. Je l'ai. Et après, je veux savoir, dans cette concession, quel est le capital. Est-ce que c'est 100% rattaché? Est-ce que le capital, on va aller sur le networking, il appartient à M. Berada? Ah, M. Berada, mais je le connais. Alors qu'en fait, jamais avant, j'aurais pu avoir ce maillage-là. Voilà. Donc un commercial qui me dit, ouais, avoir la liste des prospects, c'est compliqué. Mais c'est la base. C'est maximum 1 heure. Puis là, tout ce que j'ai, ensuite, je lui demande de l'imprimer. Alors, parce que
bien vouloir m'imprimer ça sur un tableau Excel, avec la colonne désignation, adresse, machin. Il va te sortir, il va dire, est-ce que ce tableau te convient? Oui. Mets-moi aussi l'année, date de création, afin que je puisse savoir depuis combien d'années. Il te rajoute une colonne, il te le fait, il te le sort en format A4, tout nickel. Tu le veux en PDF, tu le veux en PDF. Tu le veux en PowerPoint, il te le fait en PowerPoint. Mieux que ça? J'ai pas. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Yek. Bien. Ça va. Je vous présenterai Valentin tout à l'heure, ou Mika, vous allez voir, c'est un truc de malade. Ça, c'est Grok. Il me fait mon boulot aussi, c'est un truc de ouf. Bien. Donc, Perplexity. Pourquoi et dans quel but? Un, être efficace. Alors, Perplexity, comme je vous l'ai dit, toutes les informations qu'il vous donne, elles sont outsourcées, elles hallucinent pas. Alors, toutes les informations qu'il vous donne, c'est sur la base de toutes les données et la data publique. On est d'accord? Je peux avoir le registre de commerce, je peux avoir le numéro d'ICE, je peux avoir le capital, je peux avoir le nom des actionnaires dans le... C'est possible. Il fait le job pour moi. Bien aller checker sur LinkedIn, tu vois, fais-le bosser sur LinkedIn à ta place. Il te ressort tout. Ça va? Clair? Bien. Bon. Alors, effectivement, je me suis servi de Perplexity pour avoir la base de données. Vous avez remarqué, j'ai démarré gros pour aller dans le détail. Indec, hein, il ne donne pas tout, hein, il ne donne pas la date de naissance, le groupe sanguin de Safa, son adresse perso, son numéro de téléphone. Non, non, non. Mais au moins, j'ai un point d'ancrage. C'est clair. Ça va mieux. Hein? Demain, il va faire Perplexity. Et son boss va lui dire, oui, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je sais pas Perplexity, mais bon, bref. Ensuite, méthode d'approche. J'envoie un mail ou je téléphone. Qu'est-ce que je fais? On ne parle plus de qualification au téléphone. Pourquoi? Parce que avec les outils qu'on a aujourd'hui, on n'a pas besoin... Moi, je me rappelle, j'appelais le client, monsieur, bonjour, je m'appelle Yann Doléan, je représente la société Xerox, je vous remercie de me répondre au téléphone, j'aurais quelques questions à vous poser. Le mec au bout, la nana au bout de 2 minutes fait, c'est bon, je vous rappelle, bum, qualification. Ok. Je tiens à vous rappeler qu'au Maroc, on est les champions du monde, enfin, on fait partie du podium mondial en termes de centres de relations clients. Les centres de relations clients, ils ont quoi? Ils ont des téléconseillers. 3 logiques de fonction dans le téléconseiller. Ce qu'on appelle des outbound, j'appelle le client, soit pour de la prise de rendez-vous, de la prospection, soit sur de la fidélisation, ou soit ce qu'ils appellent en interne de la caractéristique argumentée. Appel sortant. Et ils ont les appels entrants. OK? Sauf qu'eux ne travaillent pas sur le marché national, en tout cas, il y en a quelques-uns qui travaillent sur le marché national, mais tous travaillent en offshoring. Pour les pays francophones, anglophones, germanophones, hispanophones, pas de souci. Et on est, je vous dis, on est sur le podium des 3 mondiaux, hein, en termes de qualité de service. On emploie quand même au Maroc plus de 180 000 personnes dans les centres de relations clients, au Maroc. On génère au Maroc la 3e source de revenus du pays. 18 milliards de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Et c'est de la devise. Donc, on ne va pas dire, ah, ils ne sont pas bons. Pourquoi je vous dis ça? Le téléconseiller qui travaille dans un centre de relations clients au Maroc et qui doit appeler un client, est-ce que vous pensez que ces 180 000 téléconseillers, quand ils appellent un client, ils font comme vous? J'arrive le matin, bon, 10 heures. Oh tiens, je vais aller essayer d'appeler Flan, là. On va voir. Ah, j'y vais sans filet. Hein. Voilà. Allô, oui, bonjour. Je peux parler... Ah, bonjour, monsieur. Bah, c'est l'hôtel. Ah, écoutez, j'ai pas le temps. Non, mais en fait, je vous appelais par rapport à la promo. Bip, bip, bip. Qu'est-ce que je veux vous dire? Si aujourd'hui, vous faites de l'appel de prospection téléphonique sans script, bah vous vous mettez une balle dans le pied. Nos 180 000 téléopérateurs marocains
qui téléphonent pour de la prospection, vous croyez qu'ils font comme vous? Dans la journée, ils prennent le téléphone, ils disent « Tiens, allez, je la sens bien là. Allez, je vais appeler. » Non. Tout est scripté. La vente est un métier intelligent. Rien n'est à laisser au hasard. Alors là, je vais me servir de Grok. Bonjour Grok. Voilà, tu es un expert en prospection téléphonique. Tu totalises à toi seul plus de 20 années d'expertise. Ton objectif va être de pouvoir me rédiger un script dynamique, percutant, et qui puisse susciter l'intérêt de la personne. Je veux que tu me rédiges un script qui ne dépasse pas plus de 2 minutes 30 au téléphone. Et j'aimerais également que tu puisses me donner toutes les réponses par rapport aux objections que le client risquerait de me dire. Avant de finir, l'astuce. Avant de me répondre, pose-moi toutes les questions pour améliorer ta réponse. T'appuies. Il va revenir vers toi avec un maximum de questions. Quel secteur d'activité t'appelle? Quelle est la société? Depuis combien de temps cette société est installée? Quel est le type de produit que tu veux mettre en avant? Est-ce que tu veux mettre en avant une promotion ou est-ce que tu veux uniquement un rendez-vous? Donc, tu réponds spécifiquement. Et là, la magie s'opère. Tu appuies sur Play. J'ai la réponse. Donc, tu as le nom du gars. Tu as le script. Tu as la réponse aux objections. Conversation, pas plus de 2 minutes 30. Objectif, décrocher un rendez-vous. Oui. Est-ce que le script n'est pas catégorisé un peu robotique à notre niveau? Parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt l'utiliser plus pour cadrer notre discussion, mais pas pour utiliser le mot pour mot ce qu'on a? Je répète, la vente est un métier intelligent, rien n'est à laisser au hasard. À moins que tu aies une bonne expertise et un savoir-faire, tu vas pouvoir le faire sans script. Moi, je peux le faire sans script. Tu peux le faire sans script? Je vais te donner un exemple. Je rentre en rendez-vous face à face B2B. Tu dois faire la phase d'ouverture. Tu la maîtrises, ta phase d'ouverture? Ça dépend. Des fois, oui. Non, désolé, c'est pas possible. C'est pas ça dépend. C'est où je maîtrise ou je maîtrise pas. Tu représentes quel hôtel? Le Kenzie Solazzo. Oui, bonjour, enchanté. C'est monsieur Jade. Je vous remercie de me recevoir. Donc, je m'appelle Anis. Je représente l'hôtel Kenzie Solaris. En fait, déjà, comme je vous l'ai dit, je vous remercie de me recevoir. L'objectif de ma visite aujourd'hui est de voir de quelle manière on pourrait être amené à travailler ensemble. Monsieur Jade, avant de rentrer en détail sur toutes les offres que le Kenzie Semiramis serait susceptible de vous proposer, j'aurais aimé dans un premier temps, monsieur Jade, vous poser quelques questions. Je maîtrise. Ça, oui, mais c'est... Pas des fois, tu lis, après c'est à toi de... Ce que tu es en train de lire, le rendre humain. La personne ne te voit pas. Si tu dis bonjour, je m'appelle Safa, je vous appelle... Excusez-moi, pour de la pause... On est d'accord. On est d'accord. Tu sais ce que tu fais pour apprendre tout seul? Je vais te donner une astuce. Tu prends ton dictaphone de téléphone. Tu lis. Tu lis, et après tu te réécoutes. Ça dure que 2 minutes 30, hein. Et tu te réécoutes. Et là tu dis, ah mince, là sur ce coup-là, ça va pas. Juste une petite astuce. Une fois que tu commences à bien le sentir, vas-y. Le client te dit, écoutez, monsieur Jacques, Kenzie, non, mais c'est bon, je connais votre hôtel. Tu me réponds quoi là? Au tac au tac. Non, mais c'est bon, je connais votre hôtel. Envoyez-moi une brochure par mail. Il est encore dans le silence. T'as la réponse? Bah, justement, monsieur Jade, si je vous appelle, c'est la raison pour laquelle, c'est pour savoir la raison, ce que vous pensez de notre hôtel. Tu laisses un blanc. T'as la réponse. Tu me réponds, écoutez, je suis désolé, mais là, monsieur Jade, j'ai pas le temps. Oui, je comprends, c'est la raison pour laquelle je vais être bref. On pourrait se rencontrer quel jour? Vous préférez lundi ou mardi? Je contourne. Right to the point. J'ai mon script. J'improvise que dalle. Et une fois que tu maîtrises Jade, t'as plus besoin de script.
Tu nages comme un poisson dans l'eau. Si vous permettez, je comprends ce que vous dites, mais des fois, on est au Maroc, quand mes collègues pourront confirmer ça. C'est vrai. Selon ma modeste expérience, je vous donne juste un feedback, et c'est ce que je rencontre quelquefois, pas généralement, mais il est un peu difficile de faire du business avec des Marocains, surtout quand il s'agit d'un département achat aux ressources humaines. Quand on est corporate et qu'on cible ce genre de personnes, ils n'ont pas cette culture de faire du business, pas toujours. Donc ça dépend de leur humeur, de leur emploi du temps, de leur tâche à faire, de plusieurs choses. Alors que tu as beau donner le meilleur des scripts, donner le meilleur des accroches possibles, des fois tu as toujours des... Je suis d'accord. Il faut le faire à la marocaine. Là, j'ai deux réponses à ce que tu es en train de me dire. C'est intéressant. Deux réponses. La première, c'est que tout ce qu'on partage ensemble, ça correspond, allez, 80% du temps, ça marche. Ta réponse, elle n'est pas sur les 80%. Elle est sur les 20%. Maintenant, moi, en tant que performeur, sur quoi je vais aller focaliser d'après toi? Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse. Tu me dis, ouais, Zama avec les Marocains, c'est compliqué et tout. Écoute, je crois que je l'ai pratiqué avant toi, hein, parce que j'ai été sur le marché du travail avant toi. Une de nos qualités intrinsèques, c'est notre capacité à s'adapter. Adapte-toi, Sabi. Je me suis bien adapté. Et autre chose, j'ai appris dans l'ancienne entreprise où je travaillais. Je rentrais par la porte d'entrée. Je caricature, hein. Je me fais jeter. Ah ouais, c'est compliqué. Sauf que quand je suis rentré par la porte d'entrée, tu sais ce que j'ai vu? Il y avait une porte de service là. Et là, je me suis dit, je suis pas stupide, je vais pas revenir par la porte d'entrée. Je vais rentrer par la porte de service. Je suis rentré par la porte de service. Entre-temps, j'ai été faire un tour aux toilettes. Je me suis fait jeter. Mais j'ai vu qu'il y avait une ouverture dans les toilettes. Il y avait une petite, une petite fenêtre. Je suis rentré. Quand tu attaques un grand compte, c'est quoi ta stratégie d'approche? Là, tu as le big boss, et là, tu as les collaborateurs. Tu attaques où? Là, Le décideur, des fois, c'est l'assistant au directeur ou c'est les achats. Oui, des fois. Comme vous avez dit, des fois, on se permet... On reste sur les 80%, s'il vous plaît, parce que si on va sur les 20%, je vous promets, on fait un after. Hein, parce que les exceptions, il y en aura toujours. Il n'y a qu'à ça. Donc, les collaborateurs. Collaborateurs. Ici, là. Alors, on parle corpo, hein, B2B. Une des maladresses qu'on a en tant que commercial B2B corpo, c'est d'avoir dans un grand compte uniquement un seul interlocuteur. Moi, quand j'attaque un compte, vous savez comment je l'attaque? Ici, ici et ici. 3. Si j'attaque ici tout seul, j'ai un problème. Parce que lui va descendre voir les autres et va leur dire, Gingolé, tu vas voir ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il t'appellera jamais, il te répondra jamais, il ne fera rien pour toi. Pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. On s'adapte à Sabi. Ça fait 33 ans que je m'adapte. Je kiffe, j'aime ce que je fais. Tu t'adaptes. Ça répond à ta question? Ouais, alhamdoulilah. il y a une seule personne. Ah, on va rentrer dans les 80. Dans les 20. Ah, allez, on y va. Ici, à Tanger, la Oui. plupart du temps, c'est ça. Parce que c'est le marché de Tanger, elle est un Comme je vous peu ai dit, particulier. on a essayé de faire ça à Casablanca. Casablanca, c'est très réceptif. Oui. Les gens, ils sont axés business. Ils sont, depuis 7 h du matin, ils parlent que business. Là, c'est La juste pour vous dire, la mentalité. Je kiffe, j'aime ce que vous me dites. Une autre qualité d'un commercial, c'est sa capacité à se remettre en question. Dis-moi, si à chaque fois, ce que tu dis, tu es bloqué vis-à-vis de ça, tu crois que c'est eux les responsables ou c'est toi qui t'es pas remis en question? Je me remets en question, justement. C'est pour ça que je te pose la question.
Bah, tu sais quoi? Au lieu d'aller leur dire, viens acheter mon produit, tu vas leur dire, tu sais comment économiser si tu travailles avec moi. Parce que moi, j'ai des solutions pour te faire économiser de l'argent. Tu vois là déjà, le mot argent, ouais, argent. C'est peut-être une technique parmi tant d'autres. Il faut que tu suscites l'intérêt. Si susciter l'intérêt, comme tous les commerciaux, venez nous voir, on a une promo, on a la semaine flamme, on a... Eh, t'as du 4x3, t'as la pub, t'as les réseaux sociaux, mais t'es inondé de ça. Ton gars qui représente toute la société, inconsciemment, il se fait « Oh, un de plus, j'ai pas le temps. » Et pourtant, il travaille avec tes confrères. Remettez-vous en question. Ça répond à vos questions? Oui? Vous me dites, hein, je suis dans la théorie, dans le concret. C'est juste les 20% et les 80%, c'est le contraire pour nous attendre. Et voilà. Alors, non mais j'adore. Tu sais, elle essaie de te retourner. Ouais, les 20-80. Arrête. On va aller à Agadir, ça va être encore autre chose. C'est un truc de ouf. À Marrakech, c'est encore autre chose. Ah non, puis après, les Berbères, c'est encore autre chose. Les Berbères, c'est pas les Arabes, hein, c'est les Berbères. Là-bas, c'est les Arabes, mais nous, on est Berbères. Oui, et si j'avais pris tout ça en compte, mais je serais déjà parti depuis longtemps. Alors que je fais du business avec les Berbères, les Rifins, les Tangérois, les Kazaouis, les Herbati. Herbati, c'est encore... Les Fassi, c'est encore autre chose. Et c'est ce qui fait la beauté du Maroc. C'est un patchwork d'identité, de sensibilité, c'est notre job à nous adapter. Bien, mise en application de la prospection. Quelle approche, quelle méthode? On est d'accord, on l'a vu. On l'a vu ici. Quel jour dans la semaine et pourquoi? Alors, je vous pose la question. Pas lundi. Déjà, pas lundi, Pas pas lundi, vendredi. un mercredi. D'attendre. Attends, j'ai pas de matin. Pas C'est juste vendredi aléatoire. après-midi, c'est sûr, parce que c'est la fin de semaine, et généralement c'est... Ok. Donc, Si on retire ces 2 jours-là, il nous reste 3 jours où c'est pas... allez. Un agenda classique, hein. Semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi matin, vous bossez aussi? Moi, je dors. Bon, chacun son truc. Hein, Bon, on va mettre samedi, alors. Bon, le samedi, c'est plus pour être dans une logique réceptive, j'imagine. Hein. Ou peut-être administrative, j'ai des trucs à faire, patin, couffin, bref. Lundi matin, c'est mort. Ça ne sert strictement à rien. À rien. Là, je parle en Lundi matin, on prépare le téléphone. pour le reste de la semaine. La semaine, ouais. Lundi après-midi, je peux commencer mes appels téléphoniques à partir de 16h. J'ai une fête de tir 16-17-30. Ouais. Mardi, plein pot. Mercredi, plein pot. Jeudi, plein pot. Et quelquefois, vendredi matin. Maintenant, c'est de se dire dans la semaine, à quel moment je passe mes appels téléphoniques. Parce que si vous faites des jours pleins, allez travailler en centre de relations clients, hein, téléconseiller. Parce que vous devez mixer entre quoi? Appel téléphonique et rendez-vous physique. Yek? Bien. C'est pareil. Quand j'étais commercial, au début, je ne comprenais pas. Bon, j'avais le compas et tout, je téléphone, je suis content, le client me dit, bah écoutez, demain, mercredi, 10h. Super content. 2 erreurs. J'ai fait 2 erreurs. Je vous le rappelle, la vente est un métier intelligent, rien n'est à laisser au hasard. Déjà, j'ai pris rendez-vous à 10h. À Casablanca, à 10h, il suffit que ce soit à Hensba et je suis en centre-ville, je mets 45 minutes pour aller à Hensba, 45 minutes pour revenir. Ce qui veut dire que j'ai perdu ma matinée, j'ai fait un rendez-vous. Première erreur. Deuxième erreur que vous faites, hein, j'ai rendez-vous à 10h. Safa, elle fait waouh, super, ça y est, ça faisait 3 semaines que j'ai ce client, j'ai rendez-vous à 10h. Elle a fait une erreur. Elle arrive voir le client, bonjour, oui, et le client te dit, écoutez, madame Safa, merci, 15 minutes, ça vous ira? Et là, tu te prends une claque,
Bah, tu dis oui. Alors qu'en amont, donc on a bien rendez-vous. Rappelez-moi votre nom, c'est madame Hanan. Donc rendez-vous mardi à 10h. Yek, c'est bien ça? Oui. Vous m'avez dit 10h. Tu fais le client. Oui, c'est bien ça. Juste pour vous préciser, on aura pour maximum 45 minutes. Voilà. Ça vous convient? Merci. Donc là, Safa, quand tu vas te déplacer, tu as validé déjà en amont, c'est 45 minutes. Et puis mieux que ça, vous êtes des professionnels. Suite à l'entretien téléphonique, petit mail qui va bien, je vous confirme. Juste ça. Mes premiers rendez-vous, je les prends à 9h. 9h, 9h45, terminé. Yek, ça me permet de prendre un deuxième rendez-vous dans la matinée. 11h, 11h30. Mieux que ça, vous êtes dans le monde de l'hôtellerie. C'est ce que je donne comme conseil avec les commerciaux externes. Je vous invite dans notre espace restauration, afin que vous puissiez déjà goûter la qualité de notre gastronomie. Boum, ça fait 3 rendez-vous. J'en enclenche un à 15h et un à 17h. Alors après, vous allez me dire, ah ouais, non, mais après, on a des offres à faire, le côté administratif, tout. Je dis, ouais, mais notre rôle principal, déjà en tant que commercial, corpo, B2B, c'est d'être dehors. Donc en fait, mon business administratif, je le fais à partir de 18h. Et si j'en ai pour 2 heures, j'en ai pour 2 heures. Mais je ne les fais pas pendant les heures où je pourrais être sur le terrain ou faire des appels téléphoniques. Donc quelle cible? On l'a vu, quel objectif? L'objectif est simple, prise de rendez-vous. Après, les techniques à travers des questions alternatives. Donc, vous êtes OK, monsieur Jade, pour qu'on puisse se rencontrer? Il va te dire oui. Et là, tu as ton planning. Dites-moi, vous préférez mercredi matin 9h ou jeudi après-midi en 14h? Il va te dire, écoutez, moi, je sais pas, mercredi après-midi. OK, super. Mercredi 14h30, 15h ou 17h30? Toujours lui donner le choix alternatif. Boum, je note. Quel objectif? Donc c'est prise de rendez-vous. Mais quel objectif vous vous fixez? Je vais aller un petit peu là, vous... Est-ce que vous pouvez me dire, vous qui avez l'habitude, combien d'appels téléphoniques sur des prospects vous devez faire pour décrocher un rendez-vous? Ne me répondez pas, personne ne sait. La performance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La performance, c'est quelque chose qui se construit. C'est comme la confiance, d'ailleurs. Donc, c'est aussi se remettre en question, Jade, par exemple, et te dire, OK, OK, prospection, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Technique du doigt mouillé, boule de cristal, travailler de manière intuitive, avec l'envie, c'est pas que tu n'as pas envie, c'est tu as envie de le faire. Sauf que toutes tes intentions, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas structurées. Aujourd'hui, tu te dis, OK, attends, bon. J'ai Perplexity, j'ai Grok. Je fais analyse de marché, j'ai mes scripts, je choisis les jours ou les matinées où je vais appeler et je me fixe comme objectif sur mercredi matin et jeudi après-midi, je me fixe 60 appels téléphoniques et je dois ressortir minimum avec 15 rendez-vous. Le fait que tu te fixes ça et que tu te mettes ça en tête, et tu as le script, tu sais, c'est plus technique du doigt mouillé. Voilà. Alors au début, ça va peut-être un peu compliqué. Tu me fais ça 3 semaines de suite, tu commences à devenir un cador. Et en tant que sales manager, tu vas donner l'envie à tes commerciaux de le faire. C'est du concret, c'est pas du blabla. Et ça marche. Ça marche. Quel objectif vous fixez? C'est combien je veux de rendez-vous téléphoniques. Et puis si, rendez-vous physiques. Et s'il dit, écoutez, non, franchement, cette semaine, ça peut être possible, je suis beaucoup en déplacement. Écoutez, moi, je vous propose autre chose. On peut le faire en visio, pendant la semaine. Il y a au moins 3 clients sur 10 qui te disent, ah ouais, bonne idée. Donc tu ne peux pas le voir physiquement, mais tu le vois physiquement autrement. Et ça, c'est génial. Et avec l'audio, qu'est-ce que tu utilises avec Teams? C'est magique. Donc, on a un rendez-vous Teams, OK, Hanan, et j'appuie sur l'IA pour qu'elle puisse, en fait, me faire le compte-rendu juste après. C'est génial. Alors, c'est pareil, les commerciaux corpo.
Je ne comprends pas aujourd'hui, encore avec les grosses entreprises avec lesquelles vous travaillez, à chaque fois que vous avez un rendez-vous en face à face, que vous ne fassiez aucun compte-rendu vis-à-vis du client. Donc, maîtriser l'IA, Perplexity, base de données, analyse, secteur d'activité, potentiel marché par secteur. DeepSeek, ChatGPT, je vous conseille DeepSeek, mais enfin moi j'utilise Grok, parce que Grok c'est Machi, c'est must du must. Planification, prospection, pareil, je vais envoyer un mailing. Le mailing, il va vous l'écrire. Et pas un truc pompeux, un truc intriguant. Vous avez le temps d'habitude de prendre un café? Justement, et vous allez vous dire, waouh, l'IA c'est un truc de malade. Script d'appel téléphonique avec les réponses aux objections. Salina. Merci, au revoir. Donc, maîtriser l'art du prompt. Alors, l'art du prompt, vous devez le maîtriser sur ChatGPT. Avec Grok, tu n'as plus besoin de faire de prompt. Tu cibles simplement ton expert, point barre, et il va à l'essentiel. Parce que avec Grok, tu peux aller personnaliser ton interface. Tu lui dis, tu es spécialiste dans ça, tu le dis qu'une fois. Une fois, et il se rappelle de toi systématiquement. Bien. Avant qu'on aille en pause, est-ce que vous avez des questions concernant la prospection, Safa? Des questions, je sais pas. Si vous permettez, quelle est la durée optimale que vous pensez pour un rendez-vous B2B? Tout à l'heure, vous avez parlé de 45 minutes. 45, c'est largement suffisant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop pour un client? Parce que des fois... Maximum 45. Maintenant, moi, à Xerox, marché Kazaoui. J'arrive, bonjour, le mec m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais je vais pouvoir vous accorder que de 10 minutes. Vous savez ce que c'était notre réflexe? Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne rendez-vous, parce qu'en 10 minutes, je perds mon temps. Quand un client, pareil, j'ai déjà eu des clients, moi, bonjour, asseyez-vous, en fait, voilà, j'aurais voulu connaître vos prix. Je fais, pardon, excusez-moi, les prix. Écoutez, vous savez quoi? Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, franchement. Je ne veux pas perdre le mien non plus. On n'est pas une entreprise on n'est pas un catalogue de prix. Je suis vraiment désolé, je vous souhaite une excellente fin de journée, au revoir. J'étais à 2 doigts de quitter la porte. S'il vous plaît, vous pouvez revenir, on est resté 1h30. Mais si j'avais pas fait ça, il m'aurait mangé. Alors, c'est quoi le prix? Ok, machin, qui c'est qui intervient? Et vous faites combien de remises? Claire. J'ai répondu à la question ou... Non, c'est bon, la réponse elle est claire. C'est juste, j'ai fait cette réflexion parce que des fois on a des N+1 avec qui on échange souvent. Et j'ai eu la réflexion comme quoi 5 rendez-vous par jour n'était pas suffisant avec cette cadence de 45 minutes par rendez-vous. Donc on m'a plutôt conseillé d'aller sur des 10 minutes, 20 rendez-vous par jour. C'est quoi comme standing? C'est un 4 étoiles plus. Je serais ravi de le rencontrer. Il connaît le Maroc ou il travaille à l'étranger et il dit que c'est comme ça qu'il faut faire? Non, la théorie c'est facile justement. Quand j'ai ce genre de réponse, je me remets en question. C'est pour ça que je vous repose la question pour voir si ma manière... Si vous me faites 4 rendez-vous très bien qualifiés, structurés, par jour, c'est top. Mais j'ai une dernière question à vous poser. Oui. Est-ce que vous avez déjà, en amont, avant d'aller voir le client, toute votre stratégie de questionnement ou vous y allez au feeling comme pour les appels téléphoniques? J'ai mon cadrage de questionnement, comme je vous ai dit, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne parle pas trop. J'essaie d'écouter, de découvrir plus le compte, surtout si c'est un prospect, pour voir un peu comment je peux rebondir par la suite. Vous n'avez pas répondu à ma question, Jade. Oui, pour faire parler un client, il faut lui poser des questions. Des questions, ouais. Alors, vous me dites que vous avez vos 5 questions. Pour rappel, volume, budget, critères de choix, ouais, concurrence actuelle, ouais, et opportunités à venir. Ok, ces questions que vous posez à votre client, Ouais. c'est des questions qui intéressent le client ou qui vous intéressent que vous? Répondez franchement. Ça m'intéresse plus à moi, Stop, mais ça on s'arrête là, on s'arrête là. Je pose des questions. Ouah, ça habitait là, chouf, scout.
rien que répond à mes 5 questions et Oula Hadim, on aura fait un bon rendez-vous. Mais si vous permettez, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Moi, je laisse plus la parole quand je dis ça, c'est-à-dire que j'essaye de découvrir un peu. Je lui demande un peu. Donc je lui demande, pour pouvoir le découvrir, je lui demande de me parler généralement de leur passage en hébergement, du volume de passage. Stop, on s'arrête là. C'est un bien pour un mal. Je vais chez le client. Vous allez chez le client, dans son environnement, prendre de son temps à lui pour avoir des infos pour vous. Vous trouvez ça qu'il y a un équilibre ou pas? Est-ce que vous connaissez la notion d'être centré client? Le client ne s'intéresse pas à l'étendue de vos connaissances, mais à l'étendue de l'intérêt que vous lui portez. Quand vous me posez ces 5 questions-là, votre intérêt, il est porté chez qui? Chez le client ou pour vous? Plus pour nous. Eh ben voilà. Il y a déjà un début de réponse si vous vous dites « Ouais, Zama, je ne comprends pas pourquoi le client ici... » Tant que vous aurez cette approche-là, je pense que ça continuera dans cette même logique. Et qu'est-ce que vous me conseillerez pour l'améliorer? C'est pour ça que je vous ai posé au départ, est-ce que vous avez une stratégie de questionnement? Oui. Exact. Mais avant de parler de mon produit, vous avez oublié une étape avant. Mettre le client en confiance. Et pour mettre un client en confiance, c'est pas de parler ou de poser des questions dans mon intérêt à moi, mais comme vous le dites, c'est de le faire parler de lui. Je vous donne quelques exemples. Monsieur le client, parlez-moi un peu de votre entreprise, de votre secteur d'activité. J'ai cru comprendre que c'était une entreprise familiale. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Je parle de mon produit. Ok, je continue. Monsieur le client, vous m'avez raconté ça, très belle histoire, et vos objectifs à moyen long terme, votre vision? Écoutez, moi, ma vision, on aime bien parler de ça. Génial. Super, monsieur le client. Et dites-moi, vous travaillez avec quel type de client? Là, c'est pour le networking. Ben, je travaille avec, je sais pas, moi je vais dire, je travaille avec Maroc Télécom, je travaille, machin, et je travaille, mais vous savez quoi? Je connais aussi monsieur Berada, je parle de mon produit. Je pose des questions concernant mon produit. Non. Ouais, alhamdoulilah. Je continue. Allez, je continue. Sur la base de votre offre qui a l'air vraiment intéressante, mais dites-moi, c'est quoi les avantages concurrentiels que vous avez par rapport à vos confrères? Écoutez, nous, c'est la qualité, on a été certifié. Certifié. Et la certification, alors, ça nous a apporté d'autres marchés. D'ailleurs, on a commencé à exporter. Vous exportez. Mais bravo, tu parles de ton produit, là? Tu as posé des questions? Toujours. Super. Je continue. Et monsieur le client, dites-moi dans tout ça, vous avez des projets en cours actuellement? Oui, là on va voir pour justement créer une filiale avec une nouvelle marque qu'on a ramenée du Portugal, avec des investisseurs. D'accord, super. Et puis là, au bout d'un moment, mais alors, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, quelle est votre politique d'hébergement quand vous faites venir vos étrangers? Prenez des réponses indirectes, des informations indirectes. C'est des questions ouvertes pour passer par la porte de secours. La vente est un métier intelligent. Rien n'est à laisser au hasard. Je suis passionné par ce que je fais. J'aime ce que je fais. À un moment donné, on n'est plus dans l'improvisation. On ne peut pas y être. Et pourquoi vous pouvez y être de moins en moins? Parce que vous avez de plus en plus de confrères. Vous avez une offre qui est de plus en plus diversifiée. Mieux que ça, vous avez des clients qui vont devenir de plus en plus exigeants. Et on a 2030, où là c'est la totale. C'est la Coupe du Monde. Pour vous, ça veut dire quoi négocier? Négocier, c'est quoi pour vous? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Négocier, pour vous, ça veut dire quoi? C'est d'arriver à un tarif qui nous convient. Un tarif? Tu sais que tu peux négocier sans pour autant parler de tarif. Mec,
je peux peut-être négocier la chemise parce que ta chemise, je la trouve sympa. Je peux négocier votre vêtement. Le quoi, le gilet? Le gilet, ouais. Écoute, pour autant qu'elle soit à ta taille. Pour moi, négocier, c'est d'avoir le résultat que je veux. Ok. Je vais négocier pour avoir le résultat que je veux. Ok. On va retenir ce point-là parce qu'il est important. Quoi d'autre? Safa? Négocier pour toi? Ça veut dire quoi? Trouver un terrain d'entente. Oui. Oui, trouve. Convaincre. Oui. Quoi d'autre? Alors. Convaincre. On a dit quoi d'autre? Un résultat pour moi. Yaka Hanan. Oui. Résultat pour moi. On a parlé de tarif. Oui. Négocier. Pour moi, la négociation, c'est juste pour un tarif. Super. Donc tu négocies en fait que pour les tarifs. Oui. Pour moi, oui. Super. T'as des frères et sœurs? Juste une seule. Ok. T'as des parents, j'imagine. Oui. Bon, ok. T'as des amis? Non. T'as des amis, forcément. C'est pas des amis, c'est juste des collègues. Ok. Tu travailles au sein d'une entreprise? Ok. Et tu es en train de me dire qu'avec tous ces gens-là, tu négocies pas. Tu négocies juste le tarif. Je sais pas, tu vas voir ton directeur commercial parce que tu as un gros deal sur une convention d'aller de 200 nuitées à l'année. Et on va dire que le client est prêt à faire un effort si tu peux assurer la navette de l'aéroport. On parle pas de tarif. Tu vas pas négocier parce que toi, tu négocies que les tarifs. Tes parents veulent absolument que tu sois là un week-end particulier. Mais sauf que toi, tu as déjà planifié autre chose. Tu vas pas parler de tarifs, mais tu vas dire, ok, papa, maman, je serai là ce week-end. Mais tu négocies pas. Ah, ça commence à... Ok, d'accord. Ok. Identifier les freins d'achat. On parle de négociation. On parle de négociation. Dans la négociation. Oui. Mais là, on est en train ensemble d'élaborer une tchétchouka entre nous, là. C'est-à-dire que tout ce que vous dites est juste, sauf que c'est pas structuré. Ça part dans tous les sens. Trouver des arguments. Tu négocies avec des arguments. Un élément. C'est Convaincre. On va y venir. Quoi d'autre? Terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente. Les deux parties. Ok, quoi d'autre? Rappelle-moi ton prénom. Fatim Zara. On t'appelle Fatih Yek. Ouais, comme Khadija, on l'appelle Khadouj en général. C'est Yek, ça je. Donc Fatih, Yek. Ok, Fatih. une affaire gagnante. Manipuler. J'aime bien ça. Manipuler. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur le manipuler. C'est vrai que quand on parle de manipuler, on se dit c'est négatif. Une personne qui nous manipule. Yek? Ok. Vos parents, nos parents nous ont tous manipulés. D'après vous, quelles étaient leurs intentions? Leurs intentions, elles étaient mauvaises, malsaines? Ah, bravo, protéger. C'est-à-dire qu'il y a manipulation et manipulation. Il y a plein de gens qui disent « Ah Willy, t'es un manipulateur ». Non, je pense pas être un manipulateur. Exact. Oui, je vais peut-être manipuler ma fille de 15 ans pour lui faire comprendre que aller dans ce pays-là, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a des conflits, et que je vais la manipuler intelligemment avec des arguments pour aller la convaincre. Donc en fait, je rentre dans quoi? Dans une négociation. On ne parle pas de tarif, Fatih. Yek. Diriger. Orienter. Orienter. Voilà. Guider. Ok, quoi d'autre encore dans négociation? Ok, on va rester là.
Échange. Oui. Alors, c'est bien que vous ayez donné le mot échange. À l'époque de nos ancêtres, est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle de l'argent? L'argent n'existait pas. Mais par contre, il y avait des échanges, ce qu'on appelle du troc. Mais je pense que ça, aujourd'hui, dans votre rôle de commercial, vous l'avez fondamentalement oublié. En général, en négociation, on dit « il faut être gagnant-gagnant ». Je vous rassure, oui. Mais pour arriver au résultat gagnant-gagnant, un échange. Alors, le mot approprié aujourd'hui, au moment où on parle, c'est donnant-donnant. Maintenant, quand vous êtes avec vos clients, vous allez voir, vous allez vous rappeler de plein de choses. Le client vous reçoit, alors, vous faites quoi en termes de tarifs? Alors, écoutez, je caricature, hein, j'ai demandé à mon directeur, donc on peut vous donner ça. Exceptionnellement pour vous, j'ai ça. Et puis, parce que c'est vous, voilà, j'ai ça. Et ensuite, vous vous mettez en mode statut pause et vous attendez qu'il fasse le geste. Pourriez-vous me dire à quel moment nous sommes rentrés, vous êtes rentrés dans une logique donnant-donnant? Est-ce qu'on est en ligne? Donc il est convaincu. En général, le commercial, il arrive, bonjour, et puis il est super content. Non, il ne va pas dire non, il va pas dire non, parce que le commercial, il se trompe d'interlocuteur pour qui négocier. Vous savez avec qui vous négociez en général? Pas avec le client. Tu négocies en interne avec ton revenu manager, avec ton directeur commercial ou ton DG. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vachement plus à l'aise. Et attends, le truc, c'est que tu négocies, puis après tu viens voir le client, tu dis, Hendek. Et en plus, j'ai réussi à avoir ça. Et là, tu te remets et t'attends. Postulat de base, on négocie avec le client, on ne négocie pas en interne. Sinon, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est votre valeur ajoutée face au client? Là, tu te dis, oui, c'est notre réalité. Donnant-donnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client me demande quelque chose. Sauf que nous, on n'a pas le réflexe de se dire, attends, il me demande quelque chose, mais en même temps, je dois réfléchir, attends, s'il me demande quelque chose, qu'est-ce que lui peut en échange me donner? Et c'est à partir de ce moment-là où on va devoir trouver un terrain d'entente. Négocier, venir, voilà tout ce que j'ai pour vous, voilà, je fais ça encore, ouais, blatichouya, allô, je peux, oui, et j'ai réussi à avoir ça. Wow, c'est mort. Déjà en négociation, il y a un déséquilibre. La négociation, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que avant de parler de négociation, il faut parler du cycle de vente. Il y a des étapes dans un cycle de vente. Tu négocies pas, bonjour monsieur, oui, asseyez-vous, alors, et on négocie. Non. La négociation, en général, se fait sur la base de quoi? D'une offre que vous avez transmise. Donc, dans un cycle de vente, B2B corporate, on va avoir 4 étapes dans le cycle de vente. On va avoir la phase d'ouverture. Salam alaikum, je vous remercie de me recevoir. Mon nom est Safa, je représente l'hôtel établissement Flamme, je vous remercie de me recevoir. L'objectif de ma visite est de voir de quelle manière on pourrait être amené à travailler ensemble. En tout cas, Zama, Inch'Allah, je l'espère. Avant de rentrer en détail sur toutes les spécificités de notre offre hôtelière, s'il vous permettez, Madame Safa, j'aurais quelques questions à vous poser. Maîtriser, je vous ai dit, la phase d'ouverture, intro comme au téléphone, c'est pas j'improvise, c'est du par cœur. Je sais ou je sais pas. On fait un métier intelligent, rien n'est à laisser au hasard. Ensuite, je vais rentrer dans la phase de découverte. Je vais aller poser un maximum de questions. Je vais commencer à aller à argumenter.
Et dans l'argumentation, qu'est-ce que je fais faire? Je vais lui envoyer une offre. Oui? Et la négo, elle va rentrer ici. Avant la phase de conclusion. On est en phase? Ça va, Fatih? Oui? Sûr? Ok. Donc, phase de négo. Je rentre en négociation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez en négo, je kiffe. Vous partez du principe où vous maîtrisez l'offre que vous avez faite pour le client et vous partez confiant en disant bah, je vais négocier. Génial. Postulat de base. En négociation, aucune négociation ne peut être aboutie et garantie dans une logique gagnant-gagnant si vous ne vous êtes pas préparé en amont. Je dis bien préparé. Aujourd'hui, moi qui vous parle, quand je suis sur un dossier de négociation, donc j'ai fait, comme vous, un cycle de vente, j'ai envoyé mon offre, le client veut me voir pour une négociation. Je passe aujourd'hui un minimum d'une heure, pour préparer ma négociation. Maintenant, vous allez me dire, bah attends Yann, tu maîtrises ton offre? Oui, je la maîtrise. Oui, je la maîtrise. Mais attention, je vais rentrer en négociation. Il y en a ici qui jouent aux échecs? Personne ne joue aux échecs? Non, vous ne jouez pas aux échecs. Non. Ok. Le jeu d'échecs, c'est quoi? C'est que je joue, je mets en place une stratégie, mais quand je joue, je dois, en fait, réfléchir à la position la plus probable que pourrait prendre mon adversaire sur le prochain coup. Ce qui veut dire que quand je rentre en négo et que je vais réfléchir à ma négo, préparer ma négociation, je dois présupposer et anticiper le prix auquel il aimerait aller. S'il veut aller à ce prix-là, non, qu'est-ce que je peux lui demander en retour? Parce que quand vous allez négocier, vous n'avez rien préparé du tout. Et le client vous prend, donc Fatih, asseyez-vous, je vous remercie. Bon alors, vous voulez qu'on travaille ensemble? Super. Alors vous me faites quoi sur le prix? Et là, Fatih a commencé à avoir des... alors sur le prix, écoutez, moi je peux aller que jusque-là. En fait, elle n'a rien préparé du tout. Et elle va être que dans une logique défensive où elle va répondre. Mais à aucun moment, elle aura réfléchi à une stratégie pour dire, attendez, vous me demandez un prix. Avant de parler du prix, Madame Fatih, est-ce qu'on peut revenir sur le deal global? On parle bien de 200 nuitées. Oui. Et par rapport à l'offre que je vous ai envoyée, qu'est-ce qui freine encore et sur quoi on devrait se mettre d'accord pour travailler ensemble? Donc au lieu de répondre à la question du prix, je retourne, et c'est moi qui pose des questions, je reprends sur l'ensemble global. Parce que si, par exemple, ça m'est arrivé, bon alors, vous me faites combien sur le prix? Alors, écoutez, je suis prêt à vous... Alors, un prix sur, allez, on va dire 100 jours de formation. 100 jours de formation. Un truc conséquent, quoi. Et je me suis fait avoir, mais comme un bleu. Ça, c'était au tout début. Bah, il me dit, alors, pour le prix, tu fais combien? Bah, je dis, écoute, je peux descendre à ça. Et il me dit, c'est bon, on travaille ensemble. Donc là, pour moi, c'est bon. Il me dit, par contre, on ne va pas démarrer avec 100 jours, on va déjà démarrer avec 20 jours. Ah là, ça change. Ah ouais, mais j'avais pas le... C'est un gros client, comme vous. Puis après, tu vas revenir voir ton boss en disant « Ah, j'ai engueulé, quoi, je sais, c'était 100 jours, mais 20 jours. » Mais tu vois, déjà, on démarre avec 20 jours. C'est déjà bien, Yann. Voilà. Bah, j'ai fait que 20 jours. À un prix que j'avais donné pour 100 jours. Pourquoi? Je n'étais pas préparé. Voilà. Juste pour vous donner un peu quelques idées. Bien. Alors, quand on parle de négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de négociation sans véritable dialogue entre les deux parties. Le client qui dit « Envoyez-moi votre offre », tu le rappelles, machin, « Non, j'ai pas le temps, on se voit, voilà le tarif que je veux. » Wow! Genre, il m'a pris pour une boîte aux lettres. Yek. Il me pose une question, je dois lui répondre. Et pas de dialogue. Ça va être compliqué pour aller négocier. 2. Pas de négociation sans un minimum de confiance. Et ça commence par téléphone. Déjà, la plupart du temps, je vends par téléphone. Après, on passe la partie email, etc. Ok. Mais la négociation, etc., par téléphone, c'est le feeling entre vous et le client. Est-ce que ça passe ou ça passe pas?
Après, ça commence la négociation. Exact. Pas de négociation sans prise de risque. Ah oui, il y a une prise de risque, oui. Ah oui. Surtout si c'est un nouveau client. J'ai pas d'historique. Bon, en termes de solvabilité, j'ai quand même des outils qui me permettent de savoir s'il a eu des impayés, si il est fiché à Bancal Maghrib, parce que ça on peut l'avoir hein, comme info. Hein. Ok, pas de négociation sans maîtrise. Non, pas de négociation sans maîtrise émotionnelle. Maîtrise émotionnelle, je sais pas, vous me faites 50% de remise et vous l'avez. Et alors là, tu vois, Fatih, comment vous voulez que comment? Non, c'est... Ok, je prends votre point de vue, Fatih, je pense que vous croyez encore au Père Noël, me concernant, j'y crois plus depuis des années, mais je reste quand même confiant, je suis sûr qu'on trouvera un terrain d'entente. Je recadre. Pas de négociation sans prise en compte de la notion d'interdépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? La bonne nouvelle, c'est quand un client veut négocier avec vous, il faut réfléchir de manière positive. Si Fatih veut négocier avec moi, c'est que déjà elle a un intérêt à vouloir travailler avec moi. Parce que si tu n'avais pas d'intérêt, tu n'aurais pas pris le temps nécessaire pour essayer d'avoir un prix ou de meilleures conditions. C'est la base, logique. Donc c'est à vous. Donc on va dire que c'est plutôt positif. Maintenant, comme tu le dis, on n'est pas d'accord. On doit trouver un terrain d'entente. Bah justement, si je suis là, c'est pour qu'on puisse se mettre d'accord. Et qu'on puisse, Inch'Allah, trouver un terrain d'entente, parce que, Zama, je ne vous cache pas que j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Et ça, il faut le dire au client, que vous avez envie de travailler avec lui. Sauf que vous avez peur de lui dire, Willy, je ne vais pas lui dire ça. Pourquoi tu ne peux pas lui dire? C'est comme en ouverture d'entretien. Vous n'osez pas lui dire pourquoi vous êtes là. Moi, je lui dis, si vous m'avez reçu, Adan, et vraiment, je suis vraiment content. En fait, moi, mon objectif de visite, il est simple. C'est voir comment on peut travailler ensemble. Je suis Machi Cash. Je suis venu te voir pourquoi regarder la déco de ton bureau, te poser quelques questions. Non, non, non. Je suis là pour voir comment on peut bosser ensemble. Et en négociation, on rentre en négociation, Fatih. Ok, bah, en tout cas, moi, si je suis là, c'est que je reste convaincu qu'on va trouver un terrain d'entente. Parce que tu es intéressé. Donc, ce qu'on appelle notion d'interdépendance, c'est qu'elle a besoin de moi, comme moi, j'ai besoin d'elle. Donc, il faut toujours penser positif. Je me suis retrouvé dans mes premières années de Key Account Manager, où aller négocier, je sais pas, avec DHL ou un gros compte, tu vois, je me disais, wow, comment je vais faire, je suis 20% plus cher. C'est-à-dire qu'avant même d'y aller, j'étais déjà en train de flipper et en train de me faire un film en disant oh, ça va être dur. Résultat, vous voulez que je vous dise? Oui, c'était dur. Vous entendez? Oui, c'était dur. Parce qu'avant d'y aller, pour moi, c'était dur. Et ça a été dur. Aujourd'hui, non. Quand quelqu'un veut négocier avec moi, premier truc, c'est il veut négocier avec moi, donc c'est positif. Donc je reste positif. Et dans ma tête, je me dis, je vais me faire tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à bosser ensemble. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà la négociation, c'est un état d'esprit à avoir. Un mindset. Si j'ai pas ce mindset-là, n'allez pas en égo. N'y allez pas. Envoyez quelqu'un d'autre, votre boss, n'y allez pas. Si vous avez peur, vous n'êtes pas convaincu, n'y allez pas. Et j'en pense que tu disais tout à l'heure, Safa, convaincre. Ne jamais négocier avant de convaincre votre client. Toute persuasion insuffisante du client se traduit par une négociation difficile et coûteuse. J'ai pas réussi à convaincre le client. Vous savez sur quoi il va buter systématiquement? Sur une seule chose. Le prix. Le prix. J'ai pas réussi à le convaincre, j'ai pas su mettre en avant les bons arguments, j'ai pas su mettre en avant toute la valeur ajoutée de mon établissement hôtelier. Pour moi, hab hab, nous nous, kif kif, c'est la même chose. Tu t'appelles flan ou la flana, c'est quoi le prix? Là déjà vous êtes mort, parce que vous n'avez pas réussi à le convaincre. Et vous n'avez pas réussi à faire admettre à votre client la valeur ajoutée de votre établissement par rapport à ses besoins. Donc, toute persuasion
insuffisante du client se traduit par une négociation difficile. Ne négocions jamais avant de convaincre. Combien de fois vous envoyez des offres, vous appelez, aucune conviction, aucun argument, et vous rentrez dans le dur pour négocier le tarif. Ça s'appelle plus de la fonction commerciale. C'est une IA humanisée qui répond favorablement à la demande du client. Ça va? Toute persuasion efficace réduit, voire élimine purement et simplement le besoin de négocier. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie d'acheter un produit ou un service, c'est-à-dire que vous n'avez même pas réfléchi à négocier, tellement ce produit et ce service, vous y avez vu la valeur ajoutée, l'intérêt et ce que ça va pouvoir faire pour vous. Ça vous est jamais arrivé? Et là, du coup, tu discutes même pas le prix. Tu es content de l'avoir, le produit. Alors qu'il y a plein d'autres marques, hein. Mais celui-là, achète, t'es loin. Et oui, t'as flippé parce que t'avais peur qu'il n'y en ait plus en stock. Oui, non? Et j'ai pas négocié. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on appelle négociation réussie? Tu reviens, tu es satisfaite? Non, Hanan. Non, non, non. Le résultat pour moi, non, Hanan. Non, ça ne marche pas, non. Parce que si le client voit que tu as gagné et que ton côté émotionnel, sans mettre les mots, hein, envoie des signaux au client en disant « Attends, là, il y a un truc qui va pas, là. Ma chie, elle est super contente. Ouais, qu'est-ce que j'ai loupé ?» On est d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle négociation réussie? Il y a 3 paramètres, toujours à avoir en tête. 3. Pas 4, pas 5, 3. Le premier, c'est que la négociation, les termes sur lesquels on s'est mis d'accord, soient applicables. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le papier, ouais, tout il est joli, tout il est beau. Mais ensuite, le papier se traduit dans le côté opérationnel, réel, dans la matière. Et là, tu te rends compte que c'est pas applicable. Et que non seulement c'est pas applicable, mais qu'en plus le client a le droit de te balancer des pénalités. Ouais. Alors là, tu te dis, oui, j'ai loupé un truc. Alors qu'au début, tu étais persuadé. Ton DAF était machin, et ton DG, tout le monde. Et tu rentres dans le truc, c'est pas applicable. Ah. Donc, premier point à retenir, négociation réussie, il faut qu'elle soit applicable. Deuxième point essentiel. Deuxième point essentiel. Il faut que ma négociation réussie soit profitable. Pas pour moi, pour les deux parties. C'est applicable. Et là, tu te rends compte, Willy, mais attends, on a oublié de mentionner, on a oublié de facturer les navettes. Aéroport. Oh, le nombre. Wow, attends, mais là, on a bouffé toute notre marge. Et ça peut être des choses infimes, minimales. Deuxième facteur. Premier, applicable, profitable. Et le troisième et le dernier, que ce soit durable. Parce qu'en général, quand vous signez des conventions, je ne sais pas, c'est quoi, sur un an? Sur un an. Ok. Annuel. Annuel. Vous avez vu ce qui se passe dans les... d'année en année, on a eu Covid, boum, en mars, moi j'ai signé des conventions, formation dans les hôtels, intra-entreprise, 20 mars 2020, rideau fermé, mais 116 jours que j'avais un accord applicable, profit durable, zéro de chiffre d'affaires. Je fais comment? Ça c'est le cas extrême. Durable, on va dire que je sais pas moi... il y a un facteur externe qui fait qu'il y a une nouvelle législation. Au niveau de la facturation avec les clients étrangers, il y a une marge supplémentaire. On ne l'avait pas anticipé. Puis le client dit, attendez, c'est votre législation à vous. Hein. Nous, vous l'avez peut-être déjà vécu, ça. Comme moi, du Maroc, au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur l'Afrique, je facturais en euros, hors taxe, hors douane, sauf que j'avais oublié un paramètre.
Non, la retenue à la source sur la prestation intellectuelle. En fait, ça m'a enlevé 15% de, de ma facturation. Et je le dis au client, il fait, monsieur. Donc 2000, ben, c'était plus que 1700 dirhams. Je perdais 300 € chaque jour. Et là, je me dis, oui, et j'avais fait un gros contrat. Donc, 3 facteurs. Négociation réussie, applicable, profitable, durable. La durabilité, elle est de plus en plus, fragile, de par les événements internationaux, de par les mouvements, les nouvelles directives, les nouvelles lois, le contexte économique, tout peut changer. Donc, à prendre en compte. Ok, ça va? Quand on parle de négociation, vous avez envoyé une offre, bien évidemment. Le client veut discuter sur cette offre. Et en fait, dans cette offre, on va avoir ce qu'on appelle des points négociables. En général, c'est quoi? Prix, tarif. On se retrouve, Fatih. Tarif. Quoi d'autre? Conditions de paiement. Oui, non. Oui, conditions de paiement. Tarif, conditions de paiement. Les avantages? Non. Quoi d'autre? Quantité, ouais. Disponibilité, en fonction de la période. Package, je sais pas, avec... Les dates? Hein? Les dates? Les dates, ouais. Quoi d'autre? Conditions de paiement, alors on a les conditions de paiement, mais avec peut-être des spécificités, on va dire que c'est du 30-60 jours, mais avec un acompte de. Ok? Avant de démarrer la presta. Ok. Donc ça, c'est quoi un point négociable? Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est un paramètre de décision client ou un élément de l'offre où il existe un désaccord entre les deux parties, mais pour lequel les deux parties disposent d'une marge de manœuvre, une marge de discussion. On rentre vraiment dans ce qu'on appelle la négociation. Donc on a les points négociables, mais on a aussi ce qu'on appelle les facteurs cessibles. Alors dans l'hôtellerie, vous savez les utiliser, mais vous ne connaissez pas l'élément de langage. Facteur cessible, par exemple, c'est quoi? Vous allez faire un accueil VIP à défaut de baisser le prix de la chambre. Vous allez faire un accueil VIP ou upgrader la chambre pour le client pour éviter de baisser le tarif. Qu'est-ce qui se passe? Si vous faites un upgrade, vous savez que de toute manière, dans cette période-là, la chambre n'aurait pas pu être vendue. Logique. Vous perdez de l'argent? Non. Vous n'en perdez pas. Tu dois la mettre en valeur vis-à-vis au client. On va y venir, justement. Et accueil VIP, ça va vous coûter quoi? Une corbeille de fruits, une bouteille d'eau et quelques pétales de rose. Et puis le service thé, on va vous mettre à côté, on prend la fiche, machin. Yek. En fait, ce qu'on appelle les facteurs cessibles, c'est un élément de la valeur ajoutée concurrentielle, c'est-à-dire qui fait partie intégrante de votre offre, mais que vous allez devoir valoriser aux yeux du client. Parce que le client, lui, vous dit, ah oui, non, mais vous aurez... Alors, la beauté quand vous négociez, non, mais attendez, dans le tarif, attendez, hein, vous avez l'accueil VIP, vous avez ceci, vous avez cela. C'est-à-dire que tu lui donnes tout. Et lui, il va vouloir négocier sur le tarif. En fait, tu as tiré toutes tes munitions et tu n'as plus aucun facteur cessible à lui donner, si ce n'est baisser le prix au niveau de ton point négociable. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Un facteur cessible, écoutez, on va vous mettre la chambre, on laisse le même tarif, mais on va vous mettre côté mer, front de mer, ou on va vous mettre côté jardin-piscine. Exact. D'accord. Mais vous voyez, vous le faites de manière intuitive. Oui, mais vous le donnez. Tu ne demandes rien en contrepartie. Il n'y a pas de donnant-donnant. Tu es toujours en train de donner. Ce que je veux vous dire, négocier, ça veut dire, écoutez, si vous êtes prêt à, alors moi peut-être, je pourrais préserver le prix de la chambre et vous mettre, si vous faites un règlement dès maintenant, vous mettre côté piscine. Là, je rentre dans du donnant-donnant. Ça va? Bien. Alors,
L'idée, et je vous en parlais dès le début, la préparation, c'est 80% de votre réussite. Préparer avant d'aller négocier. Préparer, ça veut dire quoi? J'ai vu le client, j'ai envoyé une offre. Le client me rappelle, il veut qu'on se revoie pour négocier. Évitez de négocier quand le client déclenche la négo. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. Attendez, vous voulez négocier? Madame Hanan, parfait. Par contre, là, ça va être compliqué. Je préférerais qu'on fixe un rendez-vous. Demain matin, vous en pensez quoi? Ça vous permet quoi? D'aller vous préparer. Maintenant, vous allez me dire, Yann, je vais aller me préparer sur quoi? Listez l'ensemble des éléments susceptibles d'être négociés d'un point de vue des deux parties. C'est-à-dire que, vous allez mettre en avant, ici, ce qu'on appelle des fourchettes de négo. C'est-à-dire que vous allez, point négociable. Vous allez lister tous les points négociables à travers une fourchette comprenant idéal, le but recherché et le mini auquel vous pouvez aller. En sachant que derrière, c'est pas vous qui pouvez prendre la décision, ça peut être que votre hiérarchie, le revenu manager, ce que vous voulez. Ok? Bien. Alors, premier point négociable, on va dire que c'est le prix. Je lui ai envoyé une offre avec, on va dire qu'ici c'est 100, 50 et 45. Vous avez envoyé une première offre sans rien qui vous demande. Alors déjà, il y a certains hôteliers qui se foutent déjà une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'ils n'envoient pas le prix liste, ils envoient déjà un tarif qui est remisé. Et d'ailleurs, on va dire que vous, hôtel, vous avez envoyé votre offre ici. Et d'ailleurs, je suppose qu'on vous l'a déjà fait quand on veut vous vendre quelque chose et que la personne vous dit ça fait 400 dirhams. Ah, attendez, 400. Mais madame, je vous ai déjà fait 200 dirhams de remise. T'y crois pas? Vous y croyez à ça? Moi, j'y crois pas. Parce que c'est déjà fait. Il aurait pu valoriser l'effort. Là, même pas, c'est déjà fait. Donc pour toi, ça veut rien dire. Moi, c'est 400. Tu m'as pas dit que c'était 600 au départ. Donc pour moi, ça reste à 400 et je commence à négocier à 400. Oui ou non? Super. Et connaissant le client, vous vous dites, c'est marrant, je sais que quand on va négocier, lui, sa position d'ouverture, elle va être ici. C'est-à-dire qu'elle va être à 47. J'ai proposé à, je sais pas, 80. Donc, c'est mon offre d'entrée. Et quand tu vas aller le voir, lui, bon, Madame Safa, bonjour. Bon, alors au niveau du prix, parce que nous, c'est à partir de 47, hein, je vous explique. Donc lui, il démarre de là. Ça veut dire que j'ai anticipé. Deuxième point négociable. Conditions de paiement. L'idéal, vous avez mis... non, l'idéal, c'est 100% avance. But recherché, 50-50. Le mini, 30 jours. 6 conventions. Ça va? Bon. Vous envoyez votre offre, là en général, vous vous positionnez ici. C'est comme ça. Et le client, lui, il se met ici. Il y a une marge de manœuvre. Il y a une marge de manœuvre. Donc, je liste les éléments susceptibles d'être négociés du point de vue des deux parties. Moi, hôtel, je suis là. Le client, il est là. Par contre, ça reste dans la fourchette. S'il m'aurait demandé 90, là, t'es gentil, mais je crois plus aux bisounours.
à Maya l'abeille, c'est 90 jours, oui, enfin on ne vend pas de la matière première, hein, nous on est un hôtel, et les pratiques font que... Ouais, exact. Mais vous avez des grosses structures, des banques, des machins, qui le disent 120 jours, 90 jours. C'est pas possible. Ok. Alors, les hiérarchiser par ordre de priorité. Idéal, but recherché, minimum. Et là, en fait, je commence à visualiser. Et je me dis, bon, alors attends. De 80, moi, mon objectif, c'est d'arriver à 50. Donc, il va falloir que je fasse un effort. Mais attention, je suis prêt à faire un effort, Safa, si, pour autant, t'en fais un de ton côté. Yékoulala. Fatih, même chose. Moi, je suis prêt à faire un effort, mais pour autant que tu en fasses un de ton côté. Parce que je ne suis plus dans la négociation où je te donne. Et je dis que c'est gagnant-gagnant, mais j'ai oublié d'être dans la logique donnant. Bien. Ok. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on va rentrer dans l'astuce sur la manière dont je parle. Comment dire? Des bons négociateurs, il y a de bons négociateurs, c'est les Anglais, pas les Américains. Les Américains, c'est straightforward. Ça c'est, mais l'anglais, il est subtil, il est nuancé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des fausses informations, ils étaient en négociation, ça a duré des jours. Parce que la négo, elle ne se fait peut-être pas en un seul rendez-vous. Elle peut se faire en plusieurs rendez-vous. Tout dépend du montant d'investissement, le montant de risque à prendre en considération. Maintenant, c'est jamais un vendeur, un commercial qui démarre la négo. Il doit laisser venir l'acheteur vers lui. L'acheteur va dire, écoute, Fatih va me dire, écoute Yann, qu'est-ce que tu peux me... Bon, moi je prends le prix de la chambre à 47. Vendeur, je comprends que le prix de 47, c'est quelque chose qui est important pour vous. Oui. Écoutez, si vous êtes prêt à faire un effort du prix de 47, le mettre à 50, alors moi, peut-être, je pourrais entrevoir de vous faire sur l'ensemble de vos guests entrant au sein de notre établissement un accueil VIP, ultra VIP. Vous en pensez quoi? Donc j'ai pas dit je te donne, je te conditionne. Tu me demandes 47, ok. Et la stratégie est la suivante. Si toi tu fais un effort et que tu vas, par exemple, tu vas là, alors moi peut-être je pourrais effectivement réduire également mon prix ou mettre ce qu'on appelle un facteur cessible, vous faire un accueil VIP. Ou peut-être considérer le fait que sur chaque, guest étranger, on pourrait peut-être envisager une navette sans contrepartie financière. Vous en pensez quoi? Donc je ne me suis pas engagé, je la fais réfléchir. Et je lui fais comprendre que si toi tu fais un effort, moi j'en fais un aussi. Bravo. Sauf que ce réflexe-là, nous les commerciaux, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on n'est pas préparé. On n'anticipe pas. Alors, Hendek, je ne vais pas faire ça pour un client qui me prend 3 chambres sur 2 jours. On s'entend. Il faut aller sur des conventions. Là où tu as du taf qui va pouvoir... On va rentrer la négo. La négo, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu d'échecs. On joue quelque part. Attention, on joue pour autant que dans ma préparation, tout est balisé. Si ça part de là, ma négo, elle est déséquilibrée. Si ça reste dans mes fourchettes de négo, c'est applicable, c'est profitable et c'est durable. Mais parce que j'ai réfléchi en amont. Voilà. Donc établir les fourchettes de manœuvre par point de négociation en déterminant sur chacun d'eux la position d'équilibre probable. Donc là, je me dis, moi, mon objectif sur le tarif, avec ce client-là, je veux arriver ici. Donc si Fatih est prêt à faire un effort, alors moi, je pourrais en faire un aussi. Ça va? Clair? Je crois qu'on va s'arrêter là.
J'ai pris un plaisir immense à partager. J'ai appris des choses aussi grâce à vous. Écoutez, moi je suis toujours là pour partager, animer, guider, orienter, accompagner. J'aime ce que je fais et j'ai vraiment de la chance. Merci. Et on veut bien. J'aime ce que je fais. Inch'Allah. Très bien. En tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation.